attendre. Vous m'entendez? J'entends. J'ai aucun retour. Vous avez un retour? Ouais, c'est bon? On va juste attendre une minute et on va démarrer. Je ne sais pas si quelqu'un devait prendre la parole avant, mais j'en suis pas sûr. Donc j'ai pas de slide qui me présente, donc je vais en profiter avant qu'on démarre la conférence par une présentation rapide. Donc, je m'appelle David Joulin, je travaille sur le projet Équilibre depuis 2 ans. Je suis ingénieur agro de formation, je travaille avec Brice qui est ici, qui est lui ingénieur en informatique. On travaille ensemble depuis 1 an à temps plein sur ce projet. Et auparavant, moi j'enseignais à l'ENITA de Bordeaux, entre autres, et je suis aussi fils d'agriculteur. Je m'occupe d'une exploitation familiale en Charente-Maritime, exploitation qui nous sert de donner support pour développer notre outil. Voilà. Et si vous avez des questions, on aura peut-être l'occasion pour certains d'entre vous de se recroiser plus tard. Je vois que quelqu'un arrive, on va attendre qu'il s'installe. Bonjour. Et puis on va démarrer. Donc j'ai vraiment aucun retour sur le micro, donc c'est à vous de me dire si c'est trop fort, pas trop fort, c'est bon, ça va? D'habitude je parle fort, donc il faut... Ok. D'accord, on va faire comme ça alors. Alors, on a 50 minutes ensemble pour que je vous présente comment aujourd'hui on peut gérer une entreprise agricole avec des outils 100% libres et au travers d'un outil qui s'appelle donc Équilibre. Donc on va aborder tout d'abord le contexte du monde agricole, on verra ensuite le projet, certains principes de gestion qui ont été certains partis pris qui ont été mis en place dans ce projet, certains cas d'utilisation, et enfin les perspectives et les projets d'innovation sur lesquels on travaille en ce moment pour clôturer cette présentation. Donc tout d'abord, on va démarrer le contexte. Il y a une petite citation de Rousseau pour introduire le fait que l'agriculture c'est le premier métier de l'homme, c'est quelque chose quand même d'assez important, et c'est le métier donc le plus utile. Et à ce titre, il méritait d'avoir un outil libre pour gérer cette activité, ce qui est le cas maintenant. En termes d'introduction, un contexte général sur l'agriculture, sur le fait que depuis ces 10-20 dernières années, on assiste aujourd'hui à une évolution des modes de production, de plus en plus de projets, et donc d'échanges, de données. On assiste aussi à une recherche de durabilité dans les outils qu'on choisit. On cherche à un petit peu pouvoir se reposer sur un système d'information fiable. Et on assiste aussi en parallèle, avec tout ce qu'on peut connaître par ailleurs, une évolution des obligations réglementaires qui, ce qu'on appelle vulgairement le millefeuille administratif, qui fait qu'augmenter. Voilà le premier contexte. Le second contexte, c'est qu'avec l'avènement du numérique, il y a eu un comportement entre des agriculteurs d'un côté et un monde numérique qui a évolué. Et donc aujourd'hui, on peut dire qu'il y a une certaine maturité et certains agriculteurs se sont appropriés ces outils et ces mondes. Aujourd'hui, là, comme vous pouvez voir, il y a un institut à Bordeaux qui s'appelle l'Institut Rodin qui travaille sur le comportement entre les agriculteurs et le numérique, qui a fait une étude relativement sérieuse, qui dit qu'aujourd'hui, il y a 51% des domaines viticoles qui possèdent un site, donc qui ont fait développer un site web, et vous avez aussi 73% des exploitants qui sont équipés d'un ou plusieurs ordinateurs. En parallèle de tout ça, la déclaration à la PAC, qui est la déclaration des surfaces et des activités qu'on souhaite faire pour la campagne en cours et suivante, se dématérialise totalement. Et aujourd'hui, vous avez 3 personnes sur 4 qui télédéclarent leurs activités et donc qui numérisent leur parcellaire, de fait. Donc voilà le contexte. Et vous avez aujourd'hui, depuis 4-5 ans, et ça va continuer par la suite, une révolution numérique dans le monde en général, mais plus particulièrement dans celui de l'agriculture, où vous avez tout un tas de projets qui concernent des drones,
on l'a vu tout à l'heure là, qui concerne des capteurs où on va aller acquérir des données, mettre des capteurs tensiométriques dans la vigne, etc. On va robotiser tout un tas de choses et on va s'approprier certains réseaux sociaux. Donc là, je vous ai mentionné, vous pourrez aller voir après la conférence, reprendre la présentation. Il y a une présentation intéressante qui a été faite par France Info sur Mon veau s'appelle hashtag, où vous verrez un petit peu certains agriculteurs qui se sont appropriés des flux de données, notamment sur Twitter, et qui publient tout un tas de choses via ces réseaux, et qui donnent leur avis sur plein de choses. Donc voilà pour l'introduction, un petit peu contexte, agriculteurs, numérique, et leurs activités. Je vais maintenant vous parler donc du projet Équilibre, qui cherche avant tout à résoudre une problématique qui est de recentraliser le système d'information et les données de moi agriculteur qui sont disséminées en fait chez mes fournisseurs, chez tout un tas de prestataires, dans les services de l'État, etc. Je vais chercher à les recentraliser pour pouvoir gérer mon exploitation comme j'ai envie de le faire de façon durable et pour pouvoir décider d'un certain nombre de choses. Le leitmotiv de ce projet, c'est simple et complet, ce que vous voyez ici. Donc on a cherché à résoudre un paradoxe, un petit peu, si on peut appeler ça comme ça, de rester très simple, très ergonomique dans les écrans, mais en traitant toutes les agricultures, tous les types d'agriculture. Donc d'abord, très rapidement, un historique. Donc je viens de vous dire un petit peu l'essence de ce projet. Il a commencé donc en 2007 avec un développement initial et des financements FEDER, donc sur fonds européens, avec l'aide de la région Aquitaine. Il a connu une certaine phase d'hibernation entre 2010 et 2012, et on a donc relancé ce projet en 2012, avec une participation plus ou moins organisée entre 2012 et 2013, et depuis un an, une participation très active dans ce projet. Donc, comment est-ce que c'est organisé aujourd'hui ? Et ça va encore évoluer normalement, mais il y a en gros, on peut dire, deux grands pans dans ce projet. Il y a une association qui a été créée récemment, qui s'appelle AgriLibre, qui, elle, est là pour promouvoir et développer tout un patrimoine commun de logiciels libres qui vont être utiles aux missions du monde agricole. Et il y a notamment, par exemple, un autre projet qui s'appelle Agritux, qui est fait par quelqu'un qui habite à La Réunion, et donc qui fait partie de cette association. Et il y a d'autres projets comme ça. Et de l'autre côté, il y a ce que j'ai appelé moi un réseau d'ENL, d'entreprises du numérique libre, qui, elles, vont assurer tout un tas de services professionnels autour des outils qui sont promus et maintenus par AgriLibre. Donc là, qui vont, elles, intégrer des outils, faire de la maintenance, etc. Donc avant de regarder un peu à quoi ressemble l'outil, les deux points marquants par rapport à d'autres projets, en fait, c'est que il y a eu une conception qui a été inspirée, pour une fois, de travaux de recherche. Donc il y a une thèse qui a supporté le développement du modèle. Donc c'est une thèse qui a été faite par Vincent Apt au sein du CEMAGREF, maintenant ça s'appelle l'IRSTEA, et qui a cherché un petit peu à voir comment on pouvait modéliser une exploitation agricole, en général. Donc nous, on s'est appuyé sur ces travaux-là pour le développer. Donc on se plaint souvent que tous les travaux universitaires de thèse ne servent pas directement et ne sont pas utilisés. Et bien là, en fait, là, il y a eu un réel lien en fait, entre ce travail-là de Vincent et la refonte du modèle dans Équilibre. Ce qui nous a permis à nous de refaire un modèle générique qui traite tous les types d'agriculture. On n'aurait pas réussi seul, bien sûr, parce que voilà. Et ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que cette application est testée en continu avec les données d'une exploitation agricole réelle, qui est la mienne, en fait. Et donc, à chaque fois qu'on développe une partie, on recharge entièrement toutes les données de cette exploitation pour vérifier que derrière, on reste bien collé aux réalités du terrain. Et ça, c'est un deuxième concept assez fort qui fait qu'en fait, là, on a vraiment... on veut absolument... on veille à ce que une fonctionnalité réponde bien à l'exigence sur le terrain. Donc je vous ai fait il y a deux diapositives là qui vont vous présenter les technologies utilisées et les techniques rapidement. Donc cet outil
C'est des techniques et technologies qui ont été sélectionnées par Brice au début du projet en 2007 et qui ont évolué petit à petit. Mais on est sur un framework qui s'appelle Ruby on Rails et on est ensuite sur des couches de données qui utilisent aujourd'hui majoritairement le serveur de base de données qui s'appelle PostgreSQL et son cartouche géographique qui gère les informations spatialisées pour le rendu des parcelles, etc., qui s'appelle PostGIS, qui sont des choses relativement solides et utilisées dans le monde du libre. Et ensuite, l'outil se base, utilise toute la force de l'écosystème qu'on peut avoir aujourd'hui dans le libre, que vous pouvez avoir là. Donc il y a notamment iChart, qui est un outil qui permet de faire des graphiques, OpenStreetMap, que vous connaissez, qui est une association qui gère des fonds de cartes. Vous avez aussi un outil qui s'appelle Jasper Report, qui va générer du reporting pour nous aider à générer les documents réglementaires. Et bien sûr LibreOffice, QGIS, qu'on ne présente plus, qui est un client lourd de données cartographiques, et quelque chose que vous connaissez peut-être beaucoup moins, qui s'appelle ITIS, qui est un service du ministère de l'Agriculture des États-Unis, qui a voulu chercher à cataloguer un peu le vivant, si on peut dire ça comme ça, c'est pas vraiment l'expression adéquate, mais mettre une variété sur tout un tas de choses. Et nous, on se base là-dessus pour mettre une variété sur un produit. On va voir plus tard. Donc là, on va rentrer un petit peu sur l'architecture de la solution. Donc, comme vous pouvez voir, c'est une architecture où une exploitation agricole en fait, va être hébergée sur un serveur sur lequel on va retrouver des données, ces documents. Et derrière, en fait, vous pouvez accéder à plusieurs à cette application avec le périphérique que vous voulez. Puisque l'application est responsive, je vous ferai voir tout à l'heure, donc va s'adapter en fait au périphérique. Donc si vous avez un smartphone avec une résolution de 800 sur 400 par exemple, il y a un certain nombre de tableaux qui vont se redimensionner. Voilà, donc voilà pour la présentation synthétique de l'outil et du projet. On va maintenant aborder certains principes de gestion, où là on va rentrer plus dans le domaine de la gestion d'entreprise agricole, sur comment est-ce qu'on fait pour dire qu'une vache est dans mon champ, pour dire que j'ai pendu de l'engrais à tel endroit, comment est-ce que ça, quelle information je vais demander à l'utilisateur pour être sûr que je retrouve quelque chose et que plus tard je puisse réexploiter ces données. Donc, premier principe de gestion, en fait, dans cet ERP, qui est un outil qui se veut centralisateur, tout tourne autour du produit, comme dans pas mal d'outils. Et donc ici, vous avez, ça c'est le modèle de données, c'est la thèse qui a dit ça, un produit a une variété, d'accord. À ce produit, en fait, ce produit est rattaché à un variant qui lui-même est rattaché à un type de produit, d'accord, très bien. Et ensuite, ce type de produit est rattaché à une catégorie. À ce produit, on a rattaché un certain nombre d'attributs qui sont, vous voyez, il y a un symbole qui représente, il y a une petite horloge, montre, qui veut dire que ces données-là, en fait, elles sont temporalisées. Donc on stocke à chaque fois qu'il y a une modification, on stocke la date et heure de modification de cette donnée-là. Notamment, donc, on va stocker des indicateurs relatifs à ce produit-là, sa localisation, des membres, ce genre de choses. Donc vous allez voir, ça va être tout de suite plus concret quand on va prendre, par exemple, un tracteur. Donc vous voyez, voilà, j'ai un tracteur, en fait, qui est lié à un variant, qui est un tracteur d'élevage, qui fait partie des tracteurs, qui lui-même fait partie des équipements. Okay, et à chaque phase de ce produit-là, on va rattacher des informations. Au niveau de l'équipement, on va dire, tiens, on va rattacher des codes comptables. Au niveau du tracteur, on va rattacher des compétences. Un tracteur, ça se déplace, il consomme du carburant, etc., etc. Et après, on va descendre dans le produit, le tracteur 533, ce tracteur-là que j'ai devant les yeux, qui est matériel. Il a une localisation. Ah, d'ailleurs, il n'a pas de teneur en protéines. Non, là, il y a une petite erreur. Pour l'instant, les tracteurs n'ont pas de teneur en protéines. Ah, le colza, oui, plus. Là, on fait une analogie, en fait, avec un animal. De la même façon, un animal, c'est un bovin, une vache, qui s'appelle Isabelle. Isabelle, c'est l'animal. Et on va retrouver un certain nombre d'indicateurs, notamment poids, état de santé, indicateurs qui peuvent évoluer dans le temps. Ma vache peut être en bonne santé, puis malade, puis en bonne santé, et son poids, en théorie, va augmenter jusqu'à la fin de sa vie.
On continue l'analogie avec un lot de grains de blé qui, de la même façon, eux, pour le coup, ont une teneur en protéines, sont localisés dans un silo, ont un prix de vente qui peut aussi évoluer, etc. Donc voilà en fait comment, dans un seul et même outil, avec une seule modélisation, on va traiter tout un tas de produits agricoles qui, à première vue, sont très différents. Ce qui va nous permettre derrière, nous, d'avoir un mécanisme de facturation identique, quel que soit le produit, un mécanisme de gestion des stocks identique, et tout ce qu'on va retrouver dans un ERP, une gestion de la trésorerie identique, enfin à chaque fois, on va pouvoir rattacher un produit, quel qu'il soit. Donc ça faisait partie d'un des défis du projet, c'est qu'aujourd'hui, dans tous les logiciels que vous avez dans l'agriculture, il n'y a pas un seul outil qui est capable de tout gérer correctement. Ça ne se fait pas. Deuxième défi, quand on parle d'outils de gestion, on parle à chaque fois de nomenclature. Et donc, on a l'habitude, quand on prend un ERP au hasard, d'avoir des notions de dictionnaire, de paramétrage, et on vous laisse libre. C'est-à-dire que vous pouvez créer vos dictionnaires. Donc souvent, c'est une phase très lourde. On y passe beaucoup de temps. On fait souvent intervenir des entreprises pour le faire pour vous, parce que c'est très lourd. Et après, au bout d'heures, de journées de paramétrage, vous pouvez utiliser votre outil, et vous vous apercevez que ça ne convient pas forcément. Enfin bon. Là, le parti pris, c'était de dire, de toute façon, il y a des nomenclatures, il faut des nomenclatures, il faut qu'elles soient normalisées. Ah oui, mais normes dit propriété, dit... Non, donc on va faire des normes ouvertes, d'accord? Et derrière, l'utilisateur pourra venir agrémenter ces nomenclatures, mais on va lui proposer une base. Parce que on sait aujourd'hui qu'il y a des races de vaches, il y a des variétés de blé, on les connaît, donc on peut déjà créer ce catalogue, un travail qu'on a fait en parallèle. Donc aujourd'hui, il y a un projet qui s'appelle Open Nomenclature, en parallèle, qui est conduit en parallèle d'équilibre, qui vous propose tout un ensemble de catalogues, de procédures, de types de produits, de variétés de produits. Il y a tout un tas de choses, c'est pour ça que vous avez un espèce de tas de bouquins, hein, comme sur... Et vous avez les appellations, des plans comptables, des compétences, voilà. Vous avez un catalogue ouvert qui évolue avec l'outil et qui permet aujourd'hui rapidement à un utilisateur de dire « Ah oui, c'est une vache normande, hop, j'ai ma liste déroulante qui apparaît, qui est déjà complète, on va dire. » Voilà. Ce qui ne vous empêche pas par ailleurs de personnaliser encore plus l'outil, selon ce que vous faites vous. Voilà. Et une fois qu'on a résolu ces deux soucis, premier souci de modélisation sur des produits, second souci de paramétrage sur des dictionnaires, des nomenclatures, on arrive à le cœur de ce genre d'outils pour des agriculteurs qui sont la déclaration d'intervention. Donc qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Ce qui va me permettre de dire est-ce que j'ai produit des choses? Est-ce que j'ai consommé d'autres choses? Est-ce que j'ai dépensé du temps? Et derrière, on a ici l'exemple par exemple de l'alimentation d'un animal. Voilà, on a modélisé aussi une intervention, comment ça se passe. On a une intervention, on a des acteurs, ce qu'on appelle les acteurs chez nous, qui ont des rôles. Et derrière, on va sélectionner des produits qui sont dans notre logiciel. Par exemple, on alimente un animal, on va sélectionner un travailleur, on va sélectionner une vache et on va sélectionner un lot de blé. On a un état initial, un état final une fois que la procédure est exécutée. On va couper notre lot de blé en deux, on va donner 5 kg à la vache, et à la fin, la vache a consommé 5 kg de blé, c'est tout. À partir de là, on va générer tout un tas de documents et on va avoir tout un historique qui sont demandés à la fois par des services de l'État, mais à la fois qui sont utiles pour l'agriculteur pour savoir sa consommation de blé annuelle, pour pouvoir prévoir l'année prochaine, voilà, tout un tas de choses comme ça. Donc cette mécanique est utilisée pour toutes les interventions. Semis, je plante de la vigne, je fais le plein de mon tracteur, voilà. Et bien sûr, je n'ai pas surveillé l'heure. Ok, donc il me reste 20 minutes. On arrive en fait dans le cas, dans le cœur de l'outil où là, on va voir ensemble des cas d'utilisation. J'en ai sélectionné 2 ou 3. Voilà, donc premier cas qui concerne l'élevage par exemple. Bon, il y a des mots-clés en haut, élevage, soins. Donc s'il y a des gens qui dans la salle font de l'élevage, ça va vous parler. Pour les autres, ça va vous parler, mais ça va être... la projection va être peut-être un peu plus difficile. Mais bon, en gros, l'idée c'est de dire, j'ai une vache qui est malade, j'appelle mon vétérinaire. Il me dit oui, il faut aller acheter des médicaments. Ok, je vais acheter des médicaments. Donc je vais approvisionner mon stock de médicaments. Je vais créer une facture. Je vais sortir de l'argent.
Ok, jusque-là, pas de souci. Et derrière, je vais enregistrer l'intervention, comme quoi j'ai bien traité ma vache, et je vais éventuellement être capable d'éditer un registre vétérinaire si j'ai un contrôle. Voilà. Ça, habituellement, il faut 3 logiciels pour le faire. Nous, on a essayé de le faire. On est parti de ce cas-là, on dit, bah voilà, ça, il ne faut pas sortir de l'outil, il faut être capable de le faire simplement. Donc là, bah, on va essayer de le faire simplement, même si on n'a pas... je ne sais pas si Internet marche correctement. Donc, je vais sortir de ma présentation. Je vais aller sur l'outil. Voilà, donc là, j'arrive sur l'outil. Donc vous arrivez... Ah, dommage. Que se passe-t-il ? Où suis-je ? D'accord. Alors, j'étais obligé de le faire avec vous. Voilà, donc là, j'arrive sur l'outil. J'arrive sur équilibre, sur l'instance de démonstration. Et donc, je retrouve un certain nombre de grands modules. Je retrouve ici la météo à 15 jours. Au passage, donc, ça utilise un jeu de données libre qui s'appelle openweather.org, si certains connaissent, qui va aller chercher en fait par rapport à mon parcellaire un point et qui va aller me chercher en fait la prévision à 15 jours par rapport à ma latitude-longitude de mon parcellaire moyen. Donc derrière ici, voilà, donc là je vais aller dans mon stock. Ici vous voyez des graphiques qui viennent d'iChart. Je vais aller dans mon stock et je vais aller générer un approvisionnement. Voilà. Donc là, je vais mettre un numéro de référence. L'expéditeur. Le mode. Ça, voilà. Et donc à partir de là, je vais aller piocher un élément que j'ai approvisionné. Donc là, en fait, on va sélectionner, non pas des produits, puisqu'ils n'existent pas, ils ne sont pas présents, on ne peut pas les toucher, mais des variants. On appelle ça des fois aussi des articles, des fois dans d'autres outils. Et donc je vais taper, moi il me faut de l'acétal par exemple, donc je tape. Voilà. Donc là il me propose des produits à approvisionner. Et selon le produit que je sélectionne, il va me proposer, il va me construire dynamiquement un formulaire et il ne va pas me demander les mêmes informations. Donc là, il me propose de l'acétal, voilà, donc je vais lui mettre... Je mets un peu ce que je veux. La variété n'est pas tout à fait juste. Donc là, vous voyez, là, on accède à un catalogue de variétés issu d'une nomenclature ouverte. Donc là, vous sélectionnez la variété que vous... Donc nous, on va aller sélectionner une préparation. On va dire qu'on approvisionne 2 doses d'1 litre, par exemple. On va mettre un propriétaire initial. On va dire qu'on stocke le médicament dans notre pharmacie. Et on va mettre une date de naissance. Là, on va lui redonner voilà. Donc je viens de créer un approvisionnement, donc là j'ai rentré dans mon stock de médicaments. J'aurais pu rajouter N lignes et j'aurais pu rentrer des choses qui sont hétérogènes. Une fois que j'ai effectué cette chose-là, je vais pouvoir éventuellement, ici, voilà, facturer en fait mon médicament. Donc là, j'ai fait un clic de souris, je suis passé d'un bon de livraison à une facture. D'accord ? Donc il y a certains ERP qui le font, d'autres qui ne le font pas. Donc là, on a cliqué une fois, on a créé une facture, et on a automatiquement créé, en fait, ici, comptablement, une ligne d'achat qui nous dit qu'on doit 31 €. À partir de là, on peut soit annuler la facture, soit rajouter des choses dans la facture, soit soit payer la facture. Donc là, on va pouvoir ici, je ne sais pas si vous voyez ici bien là, la transaction.
Et vous pouvez rajouter donc un encaissement, un décaissement, mais vous pouvez aussi lettrer votre facture d'achat avec une autre facture. Puisque des fois, il n'y a pas toujours que de l'argent qui transite pour gérer des affaires, mais il y a aussi des échanges de services ou de produits. Donc si vous décidez d'échanger un produit avec quelqu'un, vous pouvez très bien, à partir du moment où en comptabilité c'est juste, faire une transaction, mais qui n'est pas forcément financière. Enfin, matérialisée, mais pas forcément financière. Donc nous, on va rester dans le monde actuel et on va dire que j'ai acheté de l'argent, donc je vais créer un décaissement. Et donc sur un décaissement, soit j'ai déjà soit j'ai déjà payé, auquel cas je peux les rattacher mon enregistrement, soit je n'ai pas payé, ce qui est le cas le plus commun, et je vais rajouter un nouvel enregistrement. Donc là, il me propose automatiquement le montant, le bénéficiaire, quand est-ce que c'est décaissé. Comme on est dans un ERP, on profite bien sûr de toutes les données qui sont déjà existantes. Forcément, on ne ressaisit rien. Et on va juste remplir en fait le fait que on a bien remis au bénéficiaire le virement, le chèque ou tout ce que vous voulez, le chèque en l'occurrence, et on va mettre éventuellement le numéro de chèque. Là, on rentre dans une partie plus comptable, gestion de trésorerie. Voilà, donc on va créer en fait, on va ajouter cette transaction, on va revenir sur notre facture qui va apparaître directement lettrée. Ok, donc là, voilà, on a payé notre facture, et derrière cette dépense ici, je vais avoir en fait une écriture comptable qui est déjà générée. Là, voilà. Donc là, pour les gens qui font de la comptabilité, là, vous voyez, vous avez l'écriture avec la contrepartie. Donc on a fait 5 clics. On n'a pas été tenir notre comptabilité après, notre bon de livraison d'un côté et notre intervention de l'autre. Donc si j'ai un problème, si j'ai un chèque qui est annulé ou une pièce qui est annulée, comme tout est centralisé, en fait, je ne perds pas d'informations. Et si j'ai un collaborateur qui doit travailler en même temps que moi, je lui crée un compte, il fait la même chose que moi. Voilà. L'intérêt, ça c'est plus l'intérêt d'un ERP, on va dire. Donc là, on a effectué en fait 3 des 4, si j'arrive à revenir sur mon écran. On a effectué 3 des 4. Il nous manque l'enregistrement de l'intervention. Donc l'enregistrement de l'intervention. Oula. Voilà. Je vais, au lieu d'aller dans stock, je vais dans mon module production. Un module production qui me propose mon parcellaire, la dernière intervention, les dernières naissances parce que j'ai des animaux, mon assolement, ce genre de choses. Et là, vous retrouvez en fait, c'est là où vous retrouvez un fond de carte géré par OpenStreetMap derrière. Et donc, on va aller réaliser une intervention. Voilà, nouvelle intervention. Et là, on me demande ce que je veux faire. Donc là, je vais dire, oui, moi, je souhaite... je ne sais même plus ce que je veux faire. Qu'est-ce que je voulais faire déjà? Voilà, il y en a qu'on suivi quand même. Voilà, je veux passer du produit de l'acétal pour soigner une vache. Donc dans hygiène des animaux, traitement d'un animal, tiens, voilà, tac. Et là, je vais chercher, ça c'est mon catalogue de procédures. Je clique sur mon bouton, et là, il me demande des informations liées au traitement d'un animal. Et de la même façon, ah oui, on me demande un support de production. Ça, c'est pour une imputation analytique. Donc là, je vais taper vache laitière. Oui, dans l'aire de couchage, c'est ça. Ce sont ces vaches-là. Je vais mentionner la date. Alors attention, hein. Là, on est obligé, en fait, pour des raisons légales, d'enregistrer des dates de début et des dates de fin avec l'heure. Sauf que si vous faites une intervention avant d'avoir approvisionné votre produit ou que la date de naissance de votre produit est postérieure à votre intervention, ça ne marchera pas. D'accord? Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Oui, si. Voilà. Donc derrière ici, je vais sélectionner un animal. De la même façon, soit je la connais, soit je sais que c'est par exemple
Bah, Isa, il n'y en a plus, il n'y a plus Isabelle dedans. Bah, Aline, voilà. Ici, j'ai approvisionné un médicament qui s'appelle de l'acétal. C'est celui-ci. Et donc derrière, je vais dire, bah voilà, je vais donner 100 grammes d'acétal. Et j'ai une conversion automatique avec une unité, ce qu'on appelle l'unité de la population. Au début, j'ai un produit, je décide que son unité, ce sont par exemple des litres. Donc j'ai acheté des litres d'acétal, mais moi, utilisateur, des fois j'utilise des kilos, des grammes, enfin bon, il y a tout un tas de conversions possibles. Donc moi, éleveur, j'ai un médicament, c'est des grammes, donc je tape des grammes, j'ai une conversion dans l'unité de population pour que mes stocks soient gérés correctement, bien sûr. Et c'est l'unité de population qui est stockée dans la base de données. Et derrière, on va manipuler tout un tas d'unités qu'on va convertir à la volée pour faire des grammes par hectare, tout ce que vous voulez. Et on va enregistrer en base une population. On me demande le soigneur. Tac. Je crée mon intervention. Oh, oh, elle est où? Là, voilà. Traitement animal. Là, j'ai créé mon intervention. J'exécute mon intervention, ce qui aura pour effet de mouvementer mes stocks. Donc là, j'exécute mon intervention. Et là, au moment de l'exécution, il me demande des indicateurs complémentaires. Donc il me demande est-ce que, en gros, l'animal est en bonne santé. Je vais dire bah oui, après mon intervention, elle avait l'air en bonne santé. Et voilà, mon intervention est exécutée. Et derrière, l'outil m'a généré automatiquement tout un tas, il en a déduit tout un tas de choses, et notamment le fait que le soigneur, je me suis déplacé à l'emplacement de mon animal, etc., etc., pour vous garantir une traçabilité totale, même si on n'en a pas besoin pour l'instant, en fait, ce niveau-là, mais on sera capable de dire à la fin d'une année, si on me demande un bilan carbone, ou le nombre de kilomètres parcourus par un éleveur, on sera capable d'y répondre en disant « Ah oui, lors de cette intervention, le soigneur, il est allé à cet emplacement-là, ça, etc., etc., ce qui nous permettra d'avoir tout un tas d'informations intéressantes. Donc voilà pour un cas d'utilisation. Je vais m'arrêter là dans les cas d'utilisation, parce que autrement je vais dépasser un peu l'horaire. Je vais continuer ma présentation, et de toute façon, cette démonstration est accessible en temps réel. Vous tapez demo.ergolis.com, et vous pouvez aller essayer l'outil, et vous pouvez même vous amuser à aller casser des choses, parce que de toute façon, on régénère avec des données tous les jours, ou quand il faut, l'application. Donc je vais revenir sur ma présentation. J'ai perdu ma souris, la voilà. Tac. Est-ce que ça... Oui, d'accord. Alors, je vais reprendre le déroulé. Je crois que nous en étions ici. Voilà. S'il y a des viticulteurs dans la salle, on peut extrapoler la même chose en viticulture avec j'approvisionne des plants, je facture, je décaisse et j'enregistre mon intervention de plantation. La seule différence, c'est que là, j'aurais vu une petite carte qui m'aurait demandé voilà votre parcelle, est-ce que vous avez planté toute la parcelle ou est-ce que vous avez planté que telle partie de la parcelle? C'est tout. Et on peut extrapoler de la même façon avec des céréales pour livrer, où on va récolter d'abord nos céréales, ils vont être sur la parcelle, et après je vais faire autant d'interventions que j'emmène des remorques pleines de grains au silo. Et à chaque remorque, l'application va me demander quel était le taux de protéines, quel était ton taux de... etc. etc. Et si je vendange, c'est exactement la même chose. Je vendange, j'ai une benne de raisin, et quand je l'amène, quel était le taux de sucre, etc. etc. Voilà comment ça se passe. Je vais terminer donc par les perspectives de cet outil. Qu'est-ce que ça ouvre comme possibilité derrière, puisque c'est un outil libre, donc en théorie, n'importe qui peut le reprendre et peut venir construire derrière d'autres choses. Donc première perspective, qui est quelque chose de relativement demandé, c'est zéro saisie. Aujourd'hui, on a saisi des informations. Ça reste lourd en fait pour des gens pour qui c'est pas le métier, et c'est pas l'objet de leur métier. Agriculteur, on est à l'écoute du temps, il faut aller vite des fois, il faut prendre des décisions rapidement, mais il ne faut pas forcément passer 2 heures à saisir des choses qu'on a faites, parce que c'est pas l'objet du tout. Donc, on va chercher à mettre en place une application de tracking qui va automatiquement, vous le mettez dans votre poche, vous appuyez sur Start, vous la mettez dans votre poche, elle va vous suivre, elle va à la fin de la journée vous dire où vous êtes passé,
et en déduire automatiquement si vous êtes passé à l'endroit d'une parcelle, d'un bâtiment, d'un animal. Et va prédire un petit peu pour vous. Ah oui, vous êtes passé dans cette parcelle, il y avait du blé, le blé il est à tel stade, il a déjà été semé, donc on suppose que vous avez fait un traitement. Et il va juste vous dire, bon alors quel produit vous avez pris, pour économiser, toujours dans une optique d'économie de saisie de données. Deuxième projet, enfin deuxième concept plutôt de la ferme connectée, où aujourd'hui on retrouve en fait tout un tas d'outils, de drones. On retrouve aussi une grande thématique autour de l'économie d'eau qui est très importante aujourd'hui. Et donc, on va se servir de cet outil de gestion pour échanger avec tous ces périphériques. Exemple concret, avec le pilotage de l'irrigation, on a planté une variété de maïs qui a besoin de tant de millimètres d'eau. Il est tombé tant d'eau sur ma parcelle, de façon naturelle. Et ben, je vais envoyer à mes asperceurs la commande de dire, bah voilà, par déduction, j'ai besoin d'envoyer que 100 mm d'eau. Donc 100 litres par mètre carré de culture, et pas, je ne sais pas combien, 600 par exemple. Et en faisant ça, on va avoir le même résultat, on va avoir le même rendement au bout. Par contre, on aura économisé énormément d'eau. Et là, il y a de grosses économies à faire dans notre société. Rien qu'avec ce genre de choses, qui sont en plus relativement peu coûteuses. Voilà, bon, il y a d'autres, il y a tout un domaine sur les drones avec les prises de photos au champ, en ramenant des maladies, enfin, il y a tout un tas de choses. Et troisième en fait perspective aujourd'hui, la plus importante, on échange tout un tas de données avec tout un tas de personnes. Et ben demain, Équilibre étant ouvert sur ces données, ayant des web services qui sont implémentés, qui permettent d'interroger et de donner toutes les données, hein, il n'y a pas de limite sur les exports ou l'accès aux données, et ben ça permet de l'intégrer dans des systèmes qu'on appelle unifiés, qui permettent d'éviter de faire des redondances de données et d'utiliser ce système d'information-là, en fait, pour stocker toutes les informations de l'entreprise, plutôt que d'aller l'emmener, en fait, d'aller le décentraliser dans tout un tas de services. Et finalement, quand on veut faire une étude, on est obligé de tout recentraliser et de faire des gros traitements la nuit, batch, où là, c'est très très lourd, on a des copies et on utilise des serveurs bêtement pour rien. Là, on cherche à centraliser l'information là où elle est produite, c'est-à-dire sur l'exploitation, donc dans le système d'information de l'exploitation. Voilà, bah écoutez, j'en ai terminé. Donc je vous remercie pour votre attention et vous retrouverez après sur la présentation tout un tas de liens sur les réseaux sociaux et sur l'outil et sur la démonstration. Voilà, merci. Alors si vous avez des questions, on a encore un petit peu de temps, oui. Ah, voilà, l'hébergement. C'est une question intéressante, puisqu'en théorie, l'outil, vous pouvez soit récupérer le code sur GitHub, en fait, il y a une procédure qui vous permet de le tester sur votre système d'exploitation, de charger les données de test. En mode professionnel, on va dire, il faut que ça soit hébergé. Donc nous, on l'héberge quand on a des projets chez qui vous voulez. Donc si vous choisissez de l'héberger chez OVH, par exemple, vous pouvez l'héberger où vous voulez. Et il y a des entreprises qui proposent un mode SaaS, et c'est là où Laurent va rigoler peut-être. Voilà. Et bien sûr, il y a donc une entreprise qui propose un mode SaaS qui vous propose d'héberger vos données à un tarif donné, qui vous propose d'héberger Équilibre, et tout un tas de prestations qui sont autour. Je pense que le mode SaaS, il est, comme on a dit, loyal et libre. Libre et loyal dans le sens où vous pouvez partir avec tout, vous pouvez vous arrêter d'un mois sur l'autre. Après, je suis pas maître, c'est pas à moi de décider de ça. C'est à des gens extérieurs qui doivent observer ce genre de choses. Mais voilà, donc il y a des et après, après, vous êtes libre de faire pour le coup, de faire ce que vous voulez, hein. Prendre l'outil, d'aller appeler votre copain qui est informaticien, qui est compétent pour vous l'héberger, et puis il vous le fait, et puis c'est très bien, quoi. Voilà, hein, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. J'ai répondu à votre question ou... Oui, d'accord. Il n'y a plus d'autres questions? Si? D'accord, oui, ok.
Alors, je vais reprendre. Oui, je vais reformuler en fait les deux questions. Donc, la première question était de dire, voilà. Alors, est-ce que c'est vraiment l'agriculteur lui-même qui va l'utiliser, ou est-ce que l'outil va être plutôt utilisé par son entourage, on va dire technicien de coopérative, etc., etc. Donc voilà la question. La réponse d'expérience. On a les deux populations, mais il faut être clair que c'est loin d'être 100% des agriculteurs qui s'intéressent à leur gestion avec ce niveau de précision-là et qui ont besoin de ça. C'est clair que c'est pas. Voilà, nous on est plutôt avec le retour d'expérience à 10%. Donc il y a 10% des agriculteurs qui souhaitent être autonomes et gérer en fait tous les aspects de leur exploitation parce qu'ils en ont besoin, parce qu'ils font de la vente directe, parce qu'ils font de la transformation, parce qu'ils gèrent leur stock, enfin tout un tas de choses. Et clairement, pour la grande majorité, c'est pas eux qui l'utilisent. Par contre, pour la grande majorité, c'est clairement leur entourage technique, institutionnel, comptable, qui vont l'utiliser. Donc là, clairement, c'est je crée un compte pour ma comptable, elle se connecte dessus, elle fait sa compta, elle récupère la compta. Donc ça, c'est pareil, ça c'est du vécu. Après, il y a, ça leur permet en fait, par rapport à d'autres outils, de retrouver très rapidement un intérêt technico-économique à maintenir les données comme ça. Parce qu'autrement, en fait, faire sa compta pour faire sa compta, il n'y a pas d'intérêt. Par contre, saisir ces interventions qui produisent et faire sa facturation qui produit automatiquement de la compta, derrière, cette comptabilité va être transférée dans un centre de gestion pour finaliser, faire des liasses fiscales, etc., par exemple, et voir l'intérêt de marge ou de coût de production en direct, ben, l'intérêt il est là en fait, aussi, pour ces gens-là. Donc ça c'est pour la première question. La seconde question était de dire... Comment le projet est maintenu. D'accord. Oui, alors, sachant que le développement initial a été financé pour partie par des fonds européens, mais pas que, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu des fonds aussi d'autres acteurs qui ont financé le développement initial. L'outil étant libre, il est tombé, on a vu, hein, pendant une période de 2 ans, dans un vide, enfin, en veille. Mais comme il était libre, après, quand on s'est rencontré avec Brice il y a 2 ans, quand on a remonté ce projet-là, on a pu, puisque l'outil était libre, s'investir dans ce projet. Et là, en fait, bah, nous, on a des gens qui nous financent, hein, clairement, pour l'instant. Mais après, c'est bien des projets qui vont payer la maintenance du code. Et donc, comme on est obligé, même si on n'a qu'un projet, de maintenir ce code, et qui va s'enrichir au fur et à mesure des projets, c'est-à-dire que là, on a des projets avec des producteurs de noisettes, par exemple, et ben, on va avoir toutes les variétés de noisettes qui vont nous enrichir notre catalogue de nomenclature ouverte sur toutes les variétés de noisettes, les procédures, etc. Et derrière, bah, l'outil, on va le maintenir. Donc derrière, si d'autres personnes en fait le récupèrent et font un autre projet pour, je sais pas quoi, moi, des personnes qui font du raisin de consommation, bah, c'est pareil, on va l'enrichir, etc., etc. Bien sûr. Oui, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, nous, on n'aurait jamais pu faire ce projet si on l'avait pas fait libre et si on n'avait pas pu utiliser des briques libres comme OpenStreetMap, comme tout un tas de qui font qu'aujourd'hui à deux on est capable de maintenir ça, ce qui est impensable en théorie. Mais comme on s'est basé sur des briques et qu'on a sélectionné, que Brice a sélectionné aussi, libre, ça nous permet aujourd'hui de maintenir un outil comme ça. Donc bah, on continue dans la même logique, même mouvance que l'open data, on va libérer en fait tous les catalogues de données derrière de la même façon. Voilà. Donc le modèle économique dessus est bien basé sur le fait que, Laurent il en parlait tout à l'heure, c'est pas facile de trouver un modèle économique autour du libre, c'est même aujourd'hui le premier frein d'entrepreneur. Nous on a essayé d'en faire une force, c'est-à-dire qu'on s'est même posé la question à un moment, ouais les nomenclatures c'est quand même des choses un petit peu précieuses, qu'est-ce qu'on fait mais non, on libère tout, de toute façon c'est pas... Ben, c'est un état d'esprit en fait. Il faut bien voir que comment dire, il n'y a rien de, on n'invente pas grand chose là.
en fait. On assemble. Hein. Y a des travaux qui ont été faits par-ci, par-là. Il y a des choses qui sont connues. Les ERP, il en existe plein. Le processus de fracturation, il est connu. La cartographie, aujourd'hui, il y a énormément d'outils qui le font. Donc, il n'y a rien à breveter, il n'y a rien de toute façon. Donc, finalement, voilà, il n'y a pas de secret et c'est pas l'objet. Par contre, les applications très pointues qui méritent d'être protégées, probablement elles seront jamais là-dedans. Hein. Enfin, nous, c'est pas l'objet d'ailleurs, c'est un outil de gestion hein, macroéconomique. On n'est pas dans l'analyse du mètre carré de vigne avec les montées. Enfin voilà, c'est pas comme peut faire Ithaca par exemple, c'est pas du tout la même chose. C'est pas un outil précis adapté à un plan ou un modèle du vivant. Là, c'est vraiment sur un outil macroéconomique. Voilà. Voilà, donc ça c'est une problématique qu'il y a sur les modes connectés-déconnectés et sur le fait que aujourd'hui, si on avait l'assurance d'avoir un réseau 100% fiable, on ferait qu'elle la chercher là où elle est produite et on la laisserait vivre là où elle est produite, ce qui est l'objet du projet. Hein. Le but c'est bien que l'agriculteur qui sait ce qu'il a fait lui, il modifie cette donnée-là et il la renvoie ou il crée un compte à quelqu'un qui vient chercher la donnée au moment où il en a besoin. Et intelligemment, en cumulant des données comme ça, cumulant plusieurs sources de données, elles prennent de la valeur, puisqu'elles sont recorrélées au bon endroit, puisqu'elles sont qualifiées directement par l'utilisateur. Ce qui n'est pas le cas ou peu le cas aujourd'hui. Et derrière, en théorie, on fait ça. C'est-à-dire que nous, les données de météo, on va chercher au moment où on en a besoin la prévision. Sauf que le service, des fois, il tombe. Parce que c'est un service qui, pareil, on a basé ça sur un service libre, puisque durable, mais il n'y a pas de garantie de fonctionnement. Donc nous, par exemple, on monte un projet là avec des stations météo, où là il y a un service professionnel, mais qui sera payant forcément, parce qu'il y a, voilà. Mais les gens auront le choix de prendre la prévision météo standard, libre et gratuite, ou la prévision libre mais pas gratuite, parce qu'il y a plus de travail, donc ils vont payer plus cher en fait ce service-là. Par contre, ça sera un service plus professionnel avec une garantie de fonctionnement et des données plus précises. Voilà. Alors entre instances d'équilibre, il y a une flèche ici, mais c'est un projet en cours. Hein. C'est pas, donc l'idée c'est d'utiliser plutôt des technologies comme OAuth pour aller avec des processus d'autorisation, mais ça Brice il en parlerait beaucoup mieux que moi. Pour pouvoir aller échanger des données entre plusieurs instances. Et notamment, l'idée, c'est des gens qui font de l'entreprise agricole, de l'ETA, qui va aller moissonner chez son voisin. Au lieu de déclarer 2 fois l'intervention de moisson, une, parce que moi, je suis la personne qui facture, il faut que je le facture, et moi, je suis le client, je veux savoir que telle personne a moissonné dans mon champ avec quelle machine. L'idée, c'est qu'on ne la déclare qu'une fois, et on échange par web service ces objets-là, cette intervention-là. Voilà. S'interopérer, ouais. Alors en fait non, il n'y a pas de prétention. Hein. Par contre, il y a un constat qui est le même. Donc la question, je répète la question pour l'enregistrement, qui est de dire aujourd'hui, il y a un panel de logiciels entre coopératives très divers et variés, propriétaires, qui eux-mêmes ne jouent pas le jeu à fond de la transparence et de l'interopérabilité. Je fais le même constat que toi. Est-ce qu'aujourd'hui on est capable de dire oui, on arrive avec l'outil parfait, allez vous passez tous sur notre outil qui est libre, c'est le meilleur du monde? Non, ça marche pas parce que bien sûr, il y a tout un tas de choses. Le syndrome de l'oisillon, c'est-à-dire que j'ai vu une première fois un premier logiciel, donc j'attends que des logiciels comme ça maintenant, enfin tout un tas de choses comme ça, qui fait que on peut pas faire ça. Par contre, nous, bien sûr, pour les gens qui prennent l'outil, on a mis en place une méthode qui s'appelle le first run, en gros, où dans une arborescence, on va aller remplir cette arborescence de toutes les données propriétaires, toutes les données en possession
de l'utilisateur à un instant T, et on est capable de lui charger tout à la volée et de refaire des liens entre des animaux, des interventions, des factures, des bons de livraison. Ce qui permet de commencer à utiliser l'outil sans avoir à conduire 2 saisies en parallèle. Chose qui, moi, m'exaspère quand j'avais vu des gens, oui, vous prenez cet outil-là, bah, vous finissez votre année avec ça, et puis vous saisissez en parallèle. Non, et hors de question de faire ça. Donc ça, pour pallier à ça, on a une méthode qui va moissonner toutes les données existantes, chez l'agriculteur et ailleurs, hein, dans des coopératives, etc., et qui va les charger dans l'outil. Et derrière, bah, après, par contre, bah, il utilise l'outil, quoi. Mais il n'y a pas d'obligation. Si par contre il veut continuer à utiliser 2 outils, bah, juste que bah, dans un module là, il ne va pas utiliser le module de comptabilité, donc ça va produire de la comptabilité pour rien, mais bon, à la limite, moi ça ne me regarde pas, c'est pas à moi de décider de comment l'agriculteur, lui, veut gérer ses données et veut gérer ses outils. Et après, voilà. Alors en général, on essaie de faire des projets avec des centres de gestion qui sont autour pour leur dire, bah voilà, c'est bête, hein, nous on produit tout, donc autant que vous récupériez la compta à moindre frais et que vous fassiez plutôt un service à valeur ajoutée dessus. C'est-à-dire qu'au lieu de faire de la saisie, puisque nous on vous le produit, certes eux ils y perdent parce qu'ils vendent cette saisie par ailleurs bien sûr. Ils font un service à valeur ajoutée du genre, ils font du reporting avec des marges nettes, des choses comme ça. Donc ils changent un peu leur fusil d'épaule, donc ça fait changer les gens, c'est sûr. Et donc là encore, il y a eu le plus gros, le plus dur, c'est l'aspect humain, c'est la gestion du changement, c'est ce genre de choses. Sachant que dans ce projet-là, en fait, il y a des gens autour de nous qui sont très très moteurs, très motivés, qui attendent ça depuis longtemps. Et après, il y en a tout un tas d'autres qui sont plutôt attentistes et qui ne sont pas forcément là pour changer. Par contre, si c'est mieux, ils prennent. Bon, le classique, quoi, on va dire. Hein, mais voilà. Pardon ? Bah aujourd'hui, là, il y a donc une release de la version qui va tomber en octobre pour sa version finale. On a à peu près 70 testeurs aujourd'hui. Et après, on a des projets avec des coopératives qui vont se lancer. Donc là, après, il y aura à peu près 500 utilisateurs, on va dire, à la fin de l'année. Tout à fait. Donc je reformule la question. En tant qu'agriculteur, vous faites quoi comme métier? Céréalier, éleveur? Vous êtes développeur de... Ah oui, d'accord, mais vous n'êtes pas agriculteur. Ah bon, j'avais cru entendre ça, c'est pour ça. Mais donc en effet, aujourd'hui, même si la nomenclature, si vous prenez toute la nomenclature dans son ensemble, elle est énorme et bien sûr c'est imbuvable de faire sélectionner quelqu'un dans tout, il y a des profils qui sont pilotés par des produits et des profils de produits. C'est-à-dire que dans une intervention, il y a une méthodologie informatique qui va aller filtrer. Par exemple, quand on va vouloir nourrir une procédure d'alimentation animale, va aller sélectionner uniquement des produits qui vont être des animaux, qui sont capables de... Voilà, en gros ça va se passer comme ça. Et au début, lors de la création, lors du first run, en fait, selon les données que vous avez, et selon des paramètres qui sont positionnés, vous avez des profils, éleveurs, etc., etc. Et vous avez des menus qui apparaissent, qui disparaissent. Donc là, dans la démonstration, il n'y a pas ça parce qu'on veut avoir un peu, avec mes données, la ferme France, c'est-à-dire qu'on veut voir tout apparaître pour tout tester, mais on peut cacher tout un tas de choses selon ce qu'on fait. Et ces choses-là peuvent réapparaître dans le temps, puisque aujourd'hui, toujours dans une optique de recherche enfin, mise en place de projets, hier, je faisais rien, demain, je vais faire des noisetiers chez moi. Après, je vais arrêter, puis après, je vais faire des ports en extensif. Donc là, je vais avoir besoin de ces fonctionnalités qui vont réapparaître, sans avoir à changer d'outil et rapporter. Voilà. On a fait le tour des questions ? Ok. Bon, c'est bon, on va pouvoir clôturer là. Merci.